Allô, monsieur Bitterman? Allô? Allô? Oui? Oui, Oui, monsieur Eric Bilderman? Oui, c'est moi. Oui, bonjour, je me présente, Lavigne Florian de la radio Aux Villes Lumière. Oui? C'est bon, vous êtes Je disponible? vous écoute? Oui, je vous écoute, on peut y aller. D'accord, merci bien. Tout d'abord, merci d'avoir répondu favorablement à notre annonce. Allô? Ouais. Ouais, je vous écoute, je suis prêt à dire que je suis prêt. D'accord, tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Enchaîne. Donc vous êtes journaliste pour l'équipe 21. Ouais. Donc voilà. Et moi, je voudrais savoir en fait, qu'est-ce que vous pensez actuellement de l'équipe du Paris Saint-Germain? D'accord, mais là, on est en direct actuellement, là? Oui. D'accord. Bah, écoutez, l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est aujourd'hui une des 5 ou 6 meilleures équipes d'Europe, donc forcément, une équipe qui domine le championnat de France sans aucun problème. D'accord. Et vous voyez des points faibles à cette équipe? Ouais, il y a peut-être la nécessité de se renforcer sur le plan du défenseur latéral droit, même si Van der Wiel réussit cette saison à progresser. On n'a peut-être pas encore un défenseur droit de niveau mondial. Et puis, pour le reste, je crois qu'on a une équipe qui est quand même très solide au milieu de terrain, très solide devant, avec suffisamment de joueurs de réserve de très bon niveau, et puis aussi des jeunes qui arrivent comme Rabiot, qui me paraît être un futur grand joueur de l'équipe de France. Justement, vous nous parlez d'éventuellement renforcer le couloir droit au poste de défenseur. Mais vous croyez pas que le plus urgent, c'est de trouver un renfort au milieu de terrain? Parce qu'on l'a vu hier que Laurent Blanc a fait rentrer Marquinhos au poste de milieu de terrain, ce qui n'est pas du tout son poste de prédilection. Ouais, mais en même temps, faire rentrer Marquinhos, c'était, quand vous jouez à 10, c'était pour défendre, donc c'était faire rentrer presque un défenseur supplémentaire, certes, au poste de milieu de terrain. Alors, quand vous avez quand même Verratti, vous avez Matuidi, vous avez Rabiot, vous avez Thiago Motta, vous avez quand même suffisamment de milieux défensifs pour avoir, à mon sens, la nécessité d'en acheter un nouveau. Moi, je me projette, quand je vous parle d'un arrière droit, je me projette pour la saison prochaine. Là, si vous me posez la question sur le mercato hivernal, moi, je penserais plutôt essayer de vendre un ou deux joueurs qui aujourd'hui sont peut-être en situation d'être trop nombreux sur le plan offensif. Je pense à éventuellement Jérémy Ménez, mais je pense aussi à Pastore qui, quelque part, pourrait, Paris Saint-Germain, sans mur à la qualité de l'effectif. Mais justement, en parlant de Pastore, vous ne croyez pas que si Paris le vend, ça serait un véritable aveu de faiblesse en disant en montrant au monde entier qu'ils ont fait n'importe quoi avec 42 millions d'euros? Ouais, mais vous savez, je crois que les résultats du Paris Saint-Germain sont un aveu de force, et l'aveu de faiblesse de vendre Pastore sera deux jours le buzz, alors que les résultats du Paris Saint-Germain, les victoires du Paris Saint-Germain, ça fait le buzz 350 jours, 360 jours par an. Donc ça pose aucun problème. D'accord. Et concernant ce joueur, comment vous expliquez son mal-être? Vous savez, c'est un jeune joueur qui arrive dans un autre pays, dans une autre culture, dans un autre championnat, qui a peut-être été surévalué
sur le plan de son football, il a été forcément surévalué sur le plan de l'argent, et il a vu arriver de vraies stars. Et quand vous êtes une fausse star, que vous donne ce statut à Paris, qui arrive de vraies stars, entre Beckham, entre Ibrahimovic, entre Thiago Motta, Thiago Silva, forcément, à un moment donné, vous pouvez développer un sentiment d'insécurité, un sentiment de manque de confiance. D'accord. Et concernant ce poste-là, parce qu'on voit que Lavezzi aussi est moins bien ces derniers temps. On voit que Lucas, il n'arrive vraiment pas à s'imposer ou à s'adapter. Et vous pensez qu'il y a un joueur qui peut sortir du lot entre Menez, Pastore, Lucas et Lavezzi, ou vous pensez qu'il faut recruter quelqu'un qui a un grand nom, quelqu'un qui puisse s'imposer au poste-là, je pense à Juan Mata? Non, Juan Mata, c'est une bonne chose, c'est une très bonne idée. En plus, Juan Mata, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer meneur de jeu, et c'est peut-être un poste important pour les Paris Saint-Germain d'avoir un meneur de jeu. Je crois que pour les postes de couloir, les 4 joueurs que vous avez cités, il y en a au moins un ou trop. Est-ce qu'il faut vendre Pastore, est-ce qu'il faut vendre ou traiter Jérémy Menez? Ça, c'est une vraie question. Maintenant, moi, j'ai plutôt envie de voir Paris Saint-Germain, soit cette année, soit l'année prochaine, recruter un joueur de transmission dans l'axe. Mata peut jouer comme ça, je pense à des joueurs comme Modric. Il y a vraiment des joueurs qui ont cette capacité qui l'année prochaine serait à mon sens indispensable Paris Saint-Germain. D'accord. Mais Modric, il joue un peu dans le même registre qu'un Thiago Silva ou qu'un Blaise Matuidi, non? Pour moi, c'est quand même un joueur qui a une capacité offensive supérieure et une capacité de récupérer le ballon inférieure. Donc, pour moi, c'est un joueur différent. D'accord. Et un petit mot concernant l'entraîneur. Donc là, on sait qu'il est en passe de prolonger. D'après vous, c'est un peu trop tôt dans la saison? C'est une bonne question, ça. C'est peut-être effectivement un peu tôt. Je sais pas qu'on saura vraiment ce que vaut le Paris Saint-Germain et ce que Laurent Blanc peut obtenir à partir du mois de février, c'est-à-dire à partir des huitièmes de finale, des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et ça veut peut-être dire aussi que Paris ont eu la confirmation qu'ils ne pourraient pas avoir Arsène Wenger la saison prochaine et que ils ont décidé de faire confiance à Laurent Blanc. Maintenant, vous pouvez prolonger Laurent Blanc et très bien décider de ne pas le conserver si les résultats sont d'un seul coup médiocres. Et le potentiel économique de Qatari pourrait leur permettre de le faire. Mais en termes d'image, je trouve que ça serait désastreux de prolonger Laurent Blanc si dans ce cas, on décide de s'en séparer. Ça serait, à mon sens, une terrible erreur de management. D'accord. Et quand on évoque Laurent Blanc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il aurait fait aussi bien s'il y avait toujours eu un directeur sportif qui était Leonardo? Ça aussi, c'est une bonne question. J'ai envie de répondre, non. Laurent Blanc est venu comme libre. Ça même qu'il n'a pas besoin de faire de politique avec au-dessus de lui un directeur sportif. Donc aujourd'hui, les Paris Saint-Germain fonctionnent très bien sans Leonardo. On pourra remercier Leonardo parce que si le transfert de cette année, comme ceux de l'année dernière, est abouti, il a joué un rôle essentiel. Mais une fois la saison lancée, on voit dans la communication, Leonardo a souvent été source de bugs dans la communication. Aujourd'hui, il n'y a plus de bugs. D'accord. Et tout à l'heure, vous nous évoquiez un petit peu le nom de Arsène Wenger. Mais donc, vous l'avez dit, hein, si le président il songe à prolonger Laurent Blanc,
c'est que sûrement il a la garantie que l'entraîneur anglais ne viendra pas, enfin l'entraîneur anglais qui est français, entendons-nous bien, mais vous croyez que ça aurait été une bonne solution pour l'équipe de Paris? Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai du mal de toute façon depuis le début à croire qu'Arsène Wenger quitte Arsenal pour aller à Paris parce qu'il a une liberté de travail à Arsenal qu'il n'aurait pas forcément eu à Paris. Donc, il a un poste de manager général à Arsenal. Je n'imagine pas quitter le Gunners pour venir à Paris. Donc, il répond de savoir si c'était la bonne solution. Je n'ai jamais vraiment cru à cette solution. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez une équipe en France capable de faire chuter le Paris Saint-Germain? Non. Non. Alors après, sur un match, oui. Bien sûr que sur un match, on a vu Saint-Etienne à quelques secondes près qui a failli battre le Paris Saint-Germain. Bien sûr que deux ou trois équipes peuvent sur un malentendu, quelque part, ou avec de la réussite, tout simplement, le match du Paris Saint-Germain, le faire chuter cette saison. Maintenant, le faire chuter éclatement de la Ligue 1, pas du tout. Et en Europe, enfin, c'est un petit peu prématuré de s'exprimer là-dessus, mais vous les voyez aller loin en Ligue des Champions? Ouais, en Ligue des Champions, la logique aujourd'hui, c'est que cette équipe aille en demi-finale, peut-être même plus, mais au moins en demi-finale. Maintenant, bon, vous allez peut-être avoir une protection en huitième de finale, puisque Paris Saint-Germain, avec sa première place, aura cette protection. Après, en quart de finale, vous pouvez avoir un très mauvais tirage, comme il y a eu un mauvais tirage l'année dernière avec Barcelone. Vous pouvez avoir un très mauvais tirage avec le Bayern de Munich. Vous pouvez avoir de mauvais tirages avec Chelsea, Manchester United, qui sont des équipes très compliquées à jouer. Vous pouvez avoir des tirages incertains avec Manchester City ou Arsenal. Et puis, bien sûr, le Real Madrid, qui est aussi un mauvais tirage. Donc, moi, je ne les vois pas obligatoirement en demi-finale, mais le potentiel de cette équipe justifie qu'on espère d'eux d'aller en demi-finale. Ouais. Et la question qu'on se posait tous ces temps-ci, c'est avec l'élimination de la sélection suédoise pour la Coupe du Monde, c'était de savoir si ça allait beaucoup affecter Zlatan Ibrahimovic. Et vous en pensez quoi? Voilà, je dirais, on a déjà un début de preuve. Il a marqué de 7 minutes avec le Paris Saint-Germain contre le Olympiakos. Il a fait des déclarations assez fortes par rapport au Ballon d'Or, par rapport à l'élimination de l'équipe de Suède. Je pense que c'est un personnage qui a suffisamment de forte personnalité et puis d'assurance au niveau de son ego pour ne pas se laisser perturber par cette élimination. Et un petit mot concernant son confrère de l'attaque parisienne, donc Edinson Cavani. On a vu encore hier que c'était un monstre. C'est le premier à défendre, il court sur tous les ballons. Est-ce qu'il vous surprend? Est-ce que l'association Zlatan Cavani, cela vous surprend ou est-ce que c'est normal? Non, je suis vraiment surpris. Cavani, comme vous l'avez dit, c'est un monstre, c'est un chien sur le terrain, c'est un joueur collectif, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui défend, c'est un joueur qui va dans le couloir, qui fait dans le couloir, c'est un joueur qui a la rage de vaincre. On l'a vu à un moment donné sur une balle qui était sortie en touche avec sa rage de pas accepter la décision de l'arbitre. C'est un joueur d'équipe tout simplement. Et je crois qu'il a bien compris que la guerre des égos avec Ibrahimovic n'avait pas de sens. Et il s'est mis au service de l'équipe et non pas au service de lui-même. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que vous pensez du schéma adopté et de la nouvelle philosophie de jeu comparée à l'année dernière?
Moi, j'ai la sensation que cette année, on va au Parc des Princes avec dans ta télé, avec les plaisirs. L'année dernière, on allait voir le Paris Saint-Germain avec la sensation d'une équipe qui progressait en termes de solidité, en termes de résultats, mais qui ne développait pas un football chatoyant, un football offensif, un football plaisant. C'était un football en programme, mais toujours avec une notion de réalisme. Donc, effectivement, cette année, en même temps, le groupe est plus fort que celui de l'année dernière. On a une équipe qui est quand même bien supérieure à celle de l'année dernière. Et il y a des choix quand même. Ah, mais... Problème. Ouais. Bonsoir. Oui, je suis là. Ah, ça fait chier. Ouais, son portable, à mon avis, il y a... Bonsoir. Oui, oui, je suis là. Attends, je vais mettre le micro. Ah. Tu m'entends? On va Ouais. on va le rappeler, à mon avis, il a un problème, il a un problème de réseau. Bon, tu fais comme si que... Après, Nicolas, tu prends la suite? Ah, il est parfait, je laisse. Ok, bon, si Florian, c'est vrai que c'est parfait. Bon, je le remets Merci, dans la les gars. conversation et tu fais comme si qu'en fait j'ai coupé sur YouTube. Tu fais comme si que il s'est rien passé quoi. Ouais. Bon courage. C'est vrai. On va être chaud, mais bon. Ouais, j'espère que là il capte peut-être plus. Merde. On l'a encore 15 minutes normalement. Allô? Allô? Oui? Allô? On nous a été coupé. Oui. Donc, lui, je vous parlais de la nouvelle philosophie de jeu, qui est plus un football, on va dire, flamboyant, qui est la possession de balle, enfin, Maxwell le disait l'autre jour en conférence de presse, que ça se rapprochait plus des années qu'il avait vécues au FC Barcelone. Oui, complètement. Moi, je vois une équipe qui fait ce passe, une équipe qui a une réaliste, une équipe qui joue de manière offensive, une équipe qui aussi est dans le combat et dans la récupération de balles, dans la volonté de jouer dans le sport adverse, dans la volonté de conserver le ballon, de faire circuler le ballon. Bon, on n'est pas encore en train de comparer par exemple à Barcelone, mais une chose est sûre, c'est qu'on peut aussi, comme on a dit, comparer par exemple aux 5-6 très bonnes équipes offensives du football international. C'est d'ailleurs une minute, effectivement, à Barcelone. Je pense à Real Madrid, mais je pense à Manchester City, qui sont des équipes à vocation offensive et spectaculaire. D'accord. Et on parlait précédemment de Laurent Blanc, et en fait, la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qui change d'entraîner, d'être sélectionneur de l'équipe de France et d'entraîner le Paris Saint-Germain? C'est les joueurs qui sont plus professionnels, ou c'était tout simplement trop tôt dans sa carrière d'être amené à un poste de sélectionneur? Je pense qu'il y a un comportement individuel des joueurs qui est beaucoup plus professionnel. Il y a une expérience des joueurs qui est beaucoup plus forte. Il y a le respect du maillot, quelque part le respect de l'actionnaire, ce qui dépend énormément. Et de l'autre côté, il y a un groupe qui est arrivé avec pour certains des comportements individuels qui ne sont pas dignes de la sélection, en respect du maillot et une crise d'autorité de Laurent Blanc. Quand vous avez des joueurs quelques semaines par an, c'est beaucoup plus difficile de poser des règles que lorsque vous les avez tous les jours. Donc, c'est très compliqué. De grands entraîneurs font une mauvaise sélectionneur et de très grands sélectionneurs font une mauvaise entraîneur. D'accord. Donc là, on parle de l'équipe de France. Un petit mot concernant leur qualification et le retournement de situation qu'on a vécu mardi soir. Oui, le mot il est simple. Soit vous avez des joueurs qui passent à eux avant de passer à l'équipe et ça donne une Ukraine France, soit vous avez des joueurs qui décident de jeter sur l'équipe et de respecter les valeurs, et vous avez France Ukraine. Il faut savoir si cette équipe est capable de reproduire cet état d'esprit de France Ukraine, il va retomber dans les Ukraine France, c'est une grande question, une grande angoisse.
D'accord. Et là, on a vu donc en équipe de France que le rôle qu'a tenu Cabaye, c'était sans doute la clé pour ce match. Donc, on voit bien que Cabaye était comment dire, bien positionné derrière les deux milieux que sont Matuidi et Pogba, un peu comme le rôle que tient Thiago Motta au Paris Saint-Germain finalement. Ouais, complètement. C'est ça qui arrête de quarterback au football américain, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes la reine de l'ancien budget. On a un joueur qui a presque le profil technique d'un numéro 10, d'un meneur de jeu, et en même temps qui part de très loin, qui est positionné très bas. Je pense que dans un autre registre, Gabi pouvait jouer ce rôle en équipe de France, il n'avait pas été blessé. C'est un joueur intéressant, et c'est d'autant plus un joueur intéressant qu'il a l'expérience maintenant dans un autre football, du football anglais, il a l'expérience du combat, il a l'expérience quelque part aussi de la souffrance, parce que depuis qu'il est à Newcastle, c'est quand même très compliqué pour lui, puisque Newcastle n'obtient pas les résultats contre les situations, etc. Bon, il continue à performer, donc travail en équipe de France, ça me paraît être aujourd'hui un joueur indiscutable dans le 11 de départ. D'accord. Et par contre, un joueur qui commence à faire son trou dans l'équipe de Paris, c'est le jeune Adrien Rabiot. On l'a vu la saison dernière, en deuxième partie, il était prêté à Toulouse. Carlo Ancelotti l'avait fait débuter directement en amical contre Barcelone. Là, cet été, il avait émis des doutes. Il avait dit que s'il y avait un autre milieu de terrain de renom qui arrivait, il partirait. Et en fait, ma question, c'était de savoir si là, cet hiver, il voyait un autre milieu de terrain de renom donc arriver. Est-ce que c'est pas la crainte de voir Adrien Rabiot partir? Alors, bonne question aussi. Je ne crois pas. Je crois que Rabiot va assumer pendant une paire de saison d'avoir un rôle de joueur de complément, un joueur qui a du temps de jeu avec la Coupe de France, avec la Coupe de Ligue, avec faire un match de Champions League, c'est le final du championnat. Je crois que dans un grand club, il faut 20 à 25 joueurs de niveau mondial. Il n'y a pas de raison qu'on laisse partir Rabiot avec une pépite. Moi, je crois que les garçons sont intelligents, ils sont structurés. Je crois que Paris Saint-Germain a besoin de garder. Oui, tout à fait. En plus, il incarne cette image de joueur formé au club. Donc, je pense que ils veulent rattraper le coup qu'ils ont fait avec Mamadou Sakho. Peut-être pas se racheter une image, mais dire au moins on laisse pas les joueurs formés au club. Donc, ce qui m'amène à cette question, est-ce que vous voyez des autres joueurs qui sortent du centre de formation s'imposer dans la durée comme aujourd'hui Adrien Rabiot, du style Coman ou Ochenza? Non, je ne vois pas parce que je n'ai pas l'occasion de voir suffisamment jouer en petite première pour voir s'ils ont cette capacité de franchir le catch. Je crois que Rabiot a 2 ans d'avance sur eux, donc avant de précipiter un jugement sur d'autres joueurs, Rabiot, il y a 1 an et demi, on n'était pas sûr du tout un peu, quand il est parti à Toulouse, et puis on l'a revenir les 3 ans. Bon, on voit qu'il s'impose, donc j'ai pas envie de commencer à citer des joueurs, à mettre la pression et commencer à imaginer que dans ce centre de formation du PSG, on a 4 centraliers, on en a déjà un qui est déjà une chance. D'accord. Et si vous pouvez nous donner un mot sur la polémique entre Thiago Silva et Laurent Blanc qui a été hier. Quelle polémique? Sur le fait qu'il a demandé à faire un changement. Nicolas Le fait qu'il a demandé l'entrée de Marquinhos. Présente-toi. Oui,
Oui, c'est Nicolas, responsable du site parisclub.fr, excusez-moi. Ouais, excusez-moi, mais là, la ligne devient pas la même, je ne comprends pas ce que vous dites, je perds la ligne. Oui, je vais dire, si vous pouvez me donner un mot sur le changement qu'a fait Laurent Blanc hier avec Marquinhos sur la demande de Thiago Silva. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai bossé sur d'autres dossiers, donc je n'ai pas suivi cette polémique au niveau du Paris Saint-Germain. Je crois qu'il faut à un moment donné se dire qu'il y a un entraîneur, c'est à l'entraîneur de décider que un joueur doit être discipliné, même si c'est Thiago Silva, c'est une star, de ne pas critiquer les changements ou de ne pas influer sur ces changements-là. Donc, je n'ai pas envie de vous faire une longue réponse là-dessus parce que je n'ai pas suivi cette polémique, mais je dois dire que aujourd'hui, je n'ai même pas beaucoup entendu parler. Ça ne me paraît pas être un nouveau confort, mais peut-être que je vous dis, j'ai pas été sur les sites de supporters, j'ai pas été aujourd'hui travailler spécifiquement sur le Paris Saint-Germain, j'avais d'autres dossiers, je travaille sur le football anglais aujourd'hui, donc je ne peux pas vous en dire plus. D'accord. Comment vous justifiez que des joueurs tels que Marco Verratti ou Zlatan Ibrahimovic, ils sont complètement apaisés par rapport à la saison passée? Ils discutent moins avec les arbitres, ils contestent moins les fautes, même si on a vu hier que le jeune Verratti a eu un carton rouge. Comment vous l'expliquez Ouais, alors Verratti, c'est malheureusement la mauvaise semaine pour me poser la question, puisqu'il a pris un carton rouge. Maintenant, chaque joueur progresse, chaque joueur prend de la culture internationale, chaque joueur se souvient des erreurs qu'il a commises. Et si ces joueurs-là ne progressent pas, s'ils continuent à prendre autant de cartons rouges et être autant en situation de conflit, c'est des joueurs qui à terme sont condamnés dans les grands clubs parce qu'on ne peut pas se permettre, dans des matchs importants, de jouer à 10, alors contre l'Olympiakos, ça va. Vous jouez à 10 contre le Real Madrid ou contre Manchester United ou contre Barcelone, vous êtes en danger de mort. Donc on ne peut pas faire confiance à des joueurs qui prennent des cartons. Donc Verratti, il progresse, mais pas suffisamment et pas assez rapidement. Il va falloir qu'ils prennent vraiment conscience que le football, ça se joue à 11 et le but du jeu, c'est d'être toujours 11 à la fin du match. D'accord. Donc tout à l'heure, on parlait du duo magique qu'on avait en attaque, sûrement le plus beau d'Europe à ma connaissance, à part sur le papier, je parle, à part Rooney et Van Persie. Mais là, la chose qui marque le plus, c'est en fait c'est l'action qui survient sur le premier but de Zlatan hier. Et on voit que à chaque fois c'est la même chose. C'est Cavani qui décale Van der Wiel et Van der Wiel qui centre même pas à mi-hauteur, qui la met carrément dans les pieds de Zlatan. Et en fait, c'est pour les adversaires, c'est quoi? C'est une erreur d'inattention ou une faute de concentration ou parce que l'action elle est assez souvent répétée quand même. Ouais, on est répété, en même temps, quand vous n'avez pas le ballon, que vous êtes asphyxié par la non-possession de ballon, que vous courez après le ballon pour ensuite le récupérer, que vous êtes une équipe de niveau inférieur et que vous avez forcément à un moment donné des problèmes de concentration liés justement à ces décalages que systématiquement vous devez compenser, forcément à un moment donné vous commettez ce type d'erreur et des actions, même si elles ont été répétées à l'entraînement, même si vous les avez vues étudiées en vidéo, le moment où ils arrivent, 3 fois vous la contrez, la 4e fois vous ne la contrez pas, et ça fait bout, c'est ce qu'on appelle des buts d'école. Bon, il y en a plein, on a beau tous savoir comment joue Barcelone, on a beau analyser toutes les situations de jeu, pendant des années, les équipes ont échoué, Mourinho, qui à peu près a réussi à trouver, on va dire, dans les premières années, à trouver des antidotes au jeu de Barcelone, même en ayant très bien analysé trouver des antidotes, il y a des matchs qu'il a perdu et qu'il a perdu violemment. Donc, moi, ça ne me surprend pas trop. Je vais vous demander une dernière question, parce
que j'ai un rendez-vous à 19h. Non, mais de toute façon, c'était tout bon, c'était ma dernière question. Génial. Génial. On était dans le bon timing, donc c'est parfait. Je vous remercie encore. Et juste vous dire que vous êtes basé où Ah, en fait, on est un petit peu partout en France. On est une petite web radio, donc tout se gère par ordinateur. D'accord. Ok, bah écoutez, bonjour à tous vos auditeurs, et puis merci pour la qualité de vos questions. Il y en avait vraiment de très très bonnes, donc merci à vous. Bah, c'est gentil. Et à noter que demain, on a un de vos collègues, puisqu'on reçoit Hervé Pénaud. Très bien, bah écoutez, j'essaierai de vous trouver sur Internet, au vu de lumière, et si j'ai le plaisir, parce que je serai en déplacement en français, mais si j'ai le plaisir de vous écouter, ça sera avec bonheur. Bah, avec plaisir. Bah, on vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Et merci à vous d'avoir... De même à vous. Merci. Donc voilà, c'était Eric Bilderman. Donc demain, n'oubliez pas Hervé Pénaud dès 18h. Et je remercie les quelques 217 auditeurs et auditrices. 277, excuse-moi, 277 auditeurs, et c'est pour ça que le serveur a bugué quelques instants et ça nous a raccroché. Nico, c'est vraiment beau. On va demander une prime, hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui, il n'y a pas de problème. Ça, on négocie ça en privé. En privé. Bonne bière, c'est ça? Où j'ai vu que tu aimais hier, j'ai vu sur Facebook que tu aimais bien le Beaujolais. Non? Ah, oui. Ouais, voilà. Il n'y a pas de problème. Ah, puis il est bon, cette année. Non, mais en tout cas, on peut encore remercier Monsieur Eric Bilderman. Hein, très sympa. Très gentil. Et c'est vrai que ça a coupé au bout du 277e auditeur. Qu'il se dénonce. Tout a coupé, mais bon, on a réussi à le rappeler. J'ai réussi à remettre tout en route. Donc c'est vraiment superbe. Franchement, on s'améliore. Et tes questions, Florian et Nicolas, sont vraiment toujours vraiment bien, quoi. Oui, qu'est-ce que tu crois? Et à noter qu'on réinvitera Valérie Pérez, parce que c'est vrai qu'on l'a interviewée assez vite. On essaiera de passer plus de temps avec elle, plus de temps avec elle pour l'interview, parce que c'est vrai qu'on avait été un peu vite. Donc voilà, c'est vrai que... Donc on remercie bien encore les 277 auditeurs, hein, je dis bien 277 auditeurs. Donc s'ils veulent aller sur le site... Paris Team aussi et tribunepsg.fr et aussi sur le site bien entendu de la web radio, donc www.ovillelumière.siteradio.fr. Donc il y aura les émissions journalières et quotidiennes, donc à chaque fois. Donc voilà. Vous allez peut-être rajouter quelque chose, non? Les infos, c'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. C'est pour ma part, ouais. J'ai assez